21 mégaprojets sont brandis comme un tournant au Burkina Faso. Le récit aligne une rénovation urbaine, une autoroute Ouagadougou-Bobo, des bus dont 115 livrés en août 2025 et même la reprise d'actifs énergétiques rebrandés annoncée comme 100% burkinabé avec près de 200 stations. Dans ce tableau, que change vraiment cette cadence pour la vie quotidienne et que dit-elle du leadership d'Ibrahim Traoré ? Entre promesses d'industrialisation, agriculture mécanisée et nouveaux péages, l'enjeu n'est pas seulement de construire, mais de tenir et de mesurer, projet par projet, ce qui se traduit en services, revenus et sécurité. La promesse centrale est simple, transformer des annonces en effets mesurables pour l'économie réelle. Le corpus source avance des chantiers simultanés, transport, énergie, agriculture, industrie légère, présentés comme des leviers pour réduire les importations, créer des emplois locaux et améliorer les services urbains et ruraux. L'enjeu immédiat tient à la cohérence. Des projets nombreux exigent une coordination budgétaire, des calendriers crédibles et des capacités d'exécution constantes. Le bénéfice attendu, formulé sans détour, des services plus fiables, des coûts logistiques plus bas, des revenus locaux renforcés. Mais le risque est tout aussi clair, dispersion des ressources, goulet d'étranglement technique et attente sociale accélérée par la visibilité des chantiers. Dans ce cadre, la question n'est pas seulement quoi construire, mais comment enchaîner, relier route et marché, énergie et production, formation et emploi, afin que chaque projet soutienne le suivant. Cette lecture prépare l'analyse, distinguer ce qui relève d'un effet d'annonce de ce qui produit un changement durable, observable et reproductible à l'échelle nationale. Plusieurs projets cités avancent en parallèle avec des dates, des capacités et des coûts explicités, ce qui est rare dans des annonces groupées. Le corpus mentionne des livraisons précises, 115 bus reçus en août 2025, des investissements chiffrés en dizaines et centaines de milliards de francs CFA et des capacités industrielles quotidiennes annoncées qui permettent une lecture avant-après plutôt qu'un simple catalogue. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré apparaît comme le point de convergence d'une méthode, concentrer des décisions sectorielles autour de la souveraineté économique, puis rendre visibles des jalons intermédiaires. L'intérêt analytique tient moins au nombre de projets qu'à leur enchaînement. Le contexte est celui d'un pays cherchant à réduire sa dépendance aux importations tout en relançant des filières locales. L'énergie est citée comme un pivot avec la reprise et le rebranding d'actifs pétroliers présentés comme entièrement nationaux et près de 200 stations évoquées pour l'approvisionnement. Les transports suivent avec une autoroute stratégique reliant la capitale au pôle économique, des bus urbains modernes pour absorber la demande et des péages numériques destinés à financer l'entretien. L'agriculture et l'agro-industrie complètent la chaîne, mécanisation, irrigation sur des centaines d'hectares, pisciculture, laiterie publique, minoterie et unités de transformation. Ce qui relie ces blocs, c'est la logique cause-effet. Routes plus fiables réduisent les coûts logistiques, ce qui soutient l'acheminement des intrants agricoles. L'énergie sécurisée stabilise la production industrielle. La transformation locale vise à capter davantage de valeur sur place. Les chiffres cités servent ici de preuve de mise en œuvre, non de garantie de résultat. Ils signalent un passage du discours au chantier. Reste la question ouverte au public. Ces jalons suffisent-ils à créer un cercle vertueux durable ou ne font-ils qu'accélérer des attentes sociales déjà élevées ? La suite examinera comment ces annonces se traduisent très tôt en impact concret observable sur le terrain. Pour comprendre les premiers effets, le corpus propose un fil conducteur clair, des projets conçus comme vitrines opérationnelles, capables de produire rapidement des signaux visibles. L'acteur guide n'est pas une personne isolée, mais un dispositif d'État qui combine pilotage central et exécution sectorielle. Dans les villes, la rénovation urbaine dite face au MEL est présentée comme un exemple emblématique. Amélioration de l'assainissement, travaux de voirie et mobilisation directe de jeunes professionnels locaux. L'impact précoce avancé n'est pas macroéconomique mais quotidien, propreté, circulation, sentiment d'ordre retrouvé. Un deuxième cas concerne les transports publics.
L'arrivée de bus modernes avec une première livraison chiffrée vise à répondre à une demande immédiate de mobilité. Le bénéfice précoce est double, réduction de la pression sur les transports informels et amélioration de la régularité pour les usagers urbains. En parallèle, les péages numériques sont décrits comme un outil de financement autonome des routes, avec un effet attendu sur la transparence et la sécurité. Dans le monde rural, les impacts initiaux se concentrent sur l'accès aux intrants, la mécanisation agricole, l'irrigation sur plusieurs centaines d'hectares et les projets de pisciculture sont présentés comme des déclencheurs rapides de production. Ici, l'effet mesuré est moins visible pour le grand public, mais crucial pour les producteurs, allongement des saisons de culture, diversification des revenus et réduction de la dépendance aux importations alimentaires. Ces exemples dessinent une même logique: produire des preuves d'usage avant des résultats agrégés. L'idée centrale est simple, des services tangibles d'abord, la croissance ensuite. Reste à vérifier si ces impacts précoces peuvent s'étendre sans perte de qualité lorsque l'échelle nationale est pleinement engagée. La dynamique décrite repose sur une décision politique assumée. Cette phase initiale se lie dans l'activation simultanée de projets hétérogènes, de l'énergie au transport, de l'agriculture à l'industrie légère. L'idée directrice consiste à rompre avec une progression séquentielle jugée trop lente et à installer une dynamique où chaque lancement alimente la crédibilité du suivant. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est présenté comme l'arbitre d'un calendrier resserré, acceptant le risque d'exécution pour accélérer la matérialisation des promesses. Cette dynamique s'intensifie ensuite par l'agrégation de jalons concrets, les livraisons de matériel, les inaugurations d'unités industrielles et les annonces de capacités quotidiennes servent d'éléments intermédiaires. L'autoroute reliant Ouagadougou à Bobo-Dioulasso est décrite comme un axe structurant, capable de réduire les temps de trajet et de fluidifier les échanges commerciaux avec les pays voisins. Les bus urbains, livrés par centaines, répondent à une contrainte immédiate de mobilité, tandis que les péages numériques sont introduits pour sécuriser le financement de l'entretien routier. Chaque nourrit un récit de progression mesurable, même si les bénéfices finaux restent à consolider. Dans l'énergie, la reprise et le rebranding d'actifs auparavant détenus par un groupe étranger constituent un moment symbolique fort. Présentée comme une reconquête de souveraineté, cette opération est associée à un réseau national de stations destiné à stabiliser l'approvisionnement et à capter localement une partie de la valeur. Cette séquence renforce la cohérence du discours officiel. L'infrastructure matérielle est liée à une infrastructure économique censée soutenir l'industrialisation et limiter les sorties de devises. Les conséquences apparaissent lorsque ces chantiers commencent à interagir. Une route modernisée facilite l'acheminement des intrants agricoles, l'irrigation et la mécanisation augmentent les volumes, les unités de transformation, qu'il s'agisse de minoterie, de laiterie ou de brasserie réhabilitée, promettent d'absorber cette production. À ce stade, la logique cause-effet est mise en avant pour justifier l'ampleur du programme. Toutefois, le corpus reconnaît implicitement que ces interactions exigent une coordination fine, sans laquelle les goulets d'étranglement pourraient annuler les gains attendus. Cette phase produit aussi des attentes sociales accrues. La visibilité des chantiers, des inaugurations et des chiffres annoncés crée une pression sur les délais et la qualité. La montée rapide du programme transforme chaque retard potentiel en test de crédibilité. Pour l'exécutif, le défi devient alors de maintenir le rythme sans diluer les standards techniques ni la capacité de suivi. En somme, cette stratégie d'accélération est assumée et calculée. Elle pose une question centrale pour la suite de l'analyse. Cette cadence peut-elle être soutenue sur la durée ou prépare-t-elle un ajustement inévitable lorsque les contraintes financières et humaines se feront pleinement sentir ? Au départ, l'appareil productif est décrit comme contraint. L'évolution mise en avant repose sur une série de chiffres opérationnels. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ces chiffres sont présentés comme des preuves de mise en œuvre, chacun accompagné d'un usage précis plutôt que d'une promesse abstraite. Les transports publics urbains, le corpus mentionne l'acquisition de centaines de bus modernes avec une première livraison de 115 unités en août 2025. La situation initiale était
était un parc vieillissant et saturé, générant irrégularités et surcoûts pour les usagers. L'évolution mise en avant repose sur une série de chiffres opérationnels. Ce qui compte n'est pas seulement le nombre de bus, mais la fréquence accrue des trajets et la couverture étendue des axes urbains. L'investissement agricole. Plus de 104 milliards de francs CFA sont cités pour l'équipement, les intrants et l'appui à la campagne agro-pastorale 2025-2026. La situation initiale correspond à une mécanisation limitée et à une forte vulnérabilité climatique. L'évolution mise en avant repose sur une série de chiffres opérationnels. Chaque franc investi est présenté comme un multiplicateur potentiel. Davantage de surfaces cultivées, des saisons prolongées grâce à l'irrigation et une réduction progressive des importations alimentaires. Les capacités industrielles. Le corpus évoque plusieurs unités réhabilitées ou inaugurées avec des capacités quotidiennes ou annuelles explicites. Une minoterie est annoncée avec 220 tonnes de farine par jour et 80 tonnes de son, tandis qu'une brasserie publique relancée affiche une capacité annuelle d'environ 600 000 hectolitres. La situation initiale était l'arrêt ou la sous-utilisation de ces outils depuis des années. L'évolution mise en avant repose sur une série de chiffres opérationnels. S'ajoute un élément symbolique mais structurant. La situation initiale renvoyait à une dépendance perçue vis-à-vis d'opérateurs étrangers. L'évolution mise en avant repose sur une série de chiffres opérationnels. Ces chiffres, pris isolément, ne garantissent pas le succès. Leur valeur analytique réside dans leur articulation. Routes modernisées, bus disponibles, énergie stabilisée et capacités industrielles relancées forment une matrice où chaque élément renforce l'autre. La question clé devient alors celle du suivi. Transformer ces éléments initiaux en séries temporelles fiables, capables de montrer si le passage du haut se prolonge ou s'essouffle. À ce stade, la preuve quantitative est surtout une preuve d'intention exécutée. Elle marque un déplacement du discours vers l'action mesurable. La suite devra tester si ces écarts se traduisent durablement en gains de productivité, en revenus stables et en amélioration perceptible du niveau de vie. Une première lecture critique reconnaît l'ampleur des chantiers mais doute de leur soutenabilité. Selon cette lecture, lancer simultanément routes, énergie, agriculture et industrie risque de disperser les ressources financières et humaines. Le précédent, marqué par des capacités administratives limitées, alimente la crainte d'un essoufflement rapide. Les critiques soulignent que des inaugurations visibles ne suffisent pas à garantir la maintenance, la qualité technique et la continuité budgétaire sur plusieurs années. Une autre lecture met en avant le risque social. La visibilité des projets, amplifiée par des chiffres et des cérémonies, élève les attentes des citoyens plus vite que les effets réels sur les revenus. Dans ce tout retard ou dysfonctionnement devient un signal négatif. Les opposants estiment que l'accélération pourrait transformer des promesses de souveraineté en frustration si les bénéfices tardent à atteindre les ménages urbains et ruraux. La réponse proposée par le corpus s'appuie sur des éléments factuels plutôt que sur une simple rhétorique. D'abord, la logique de chaîne cause-effet est invoquée. Routes, énergie et transformation sont conçues pour se renforcer mutuellement, limitant les projets isolés. Ensuite, des éléments intermédiaires sont mis en avant comme des livraisons datées, des capacités industrielles chiffrées et des mécanismes de financement dédiés tels que les péages numériques. Enfin, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, la stratégie revendique une priorité aux actifs productifs générant des flux, censés soutenir l'entretien et la poursuite des investissements. Cette réponse ne nie pas les risques. Elle propose un pari, accepter une phase de tension initiale pour installer des bases matérielles visibles, puis ajuster. L'enjeu analytique est donc clair, la solidité du programme ne se jugera ni sur l'annonce, ni sur la critique immédiate, mais sur la capacité à maintenir les services, à publier des données de suivi et à corriger rapidement les écarts constatés. À ce moment, la lecture de l'ensemble change. Le programme ne se résume pas à une accumulation de chantiers, mais à une tentative d'alignement entre secteurs qui, historiquement, avançaient en silo. À mi-parcours du récit, le corpus suggère que la clé n'est pas le volume d'investissement, mais la capacité à faire fonctionner ensemble transport,
énergie, agriculture et transformation. Cette cohérence vise à réduire les frictions internes plutôt qu'à maximiser l'effet d'annonce. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré apparaît moins comme le moteur d'une course que comme le garant d'un ordre de priorité. Les projets mis en avant à ce stade, péages pour l'entretien, unités industrielles pour absorber la production locale, infrastructures sportives et culturelles pour la cohésion sociale, indiquent une tentative d'équilibrage entre productivité et symbolique. On comprend alors une inflexion. L'objectif n'est pas seulement de lancer, mais de lier ce changement de focale à des implications concrètes. Il impose des arbitrages plus stricts, une sélection des projets capables de produire des flux réguliers et une attention accrue à la maintenance. En d'autres termes, la réussite dépend désormais moins de nouvelles annonces que de la solidité des connexions déjà créées. La question devient alors stratégique. Cette recherche de cohérence peut-elle absorber les contraintes financières et humaines à venir ou obligera-t-elle à ralentir pour consolider ? Pour l'État, la première conséquence mise en avant est budgétaire et opérationnelle. Les péages numériques, la relance d'entreprises publiques et la reprise d'actifs énergétiques sont présentés comme des sources de flux réguliers destinés à financer l'entretien et à réduire la dépendance aux arbitrages d'urgence. Le gain attendu n'est pas un surplus immédiat, mais une prévisibilité accrue, savoir quand et comment les infrastructures peuvent être maintenues sans recourir systématiquement à des financements externes. Cette logique vise aussi à renforcer la crédibilité administrative, un facteur clé pour la continuité des politiques publiques. Pour les entreprises locales, l'effet concret se situe dans la baisse des coûts et l'élargissement des débouchés. Une route modernisée entre la capitale et le pôle économique réduit les délais de transport. Une énergie plus stable diminue les interruptions de production. Des unités de transformation relancées offrent des marchés pour les intrants agricoles. Le corpus suggère que ces éléments pris ensemble peuvent améliorer la compétitivité des PME à condition que les services restent fiables dans le temps. Ici, l'enjeu n'est pas l'annonce d'une capacité industrielle, mais son utilisation effective semaine après semaine. Du côté des citoyens, les conséquences sont plus immédiates mais fragmentées. En milieu urbain, l'arrivée de bus modernes et la rénovation de voiries promettent une mobilité plus régulière et un environnement plus sain. En zone rurale, la mécanisation, l'irrigation sur des centaines d'hectares et les projets de pisciculture ou de laiterie publique visent à stabiliser les revenus et à réduire la vulnérabilité saisonnière. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, ces impacts sont présentés comme des preuves d'usage, moins de temps perdu, plus de production vendable et un accès élargi aux services de continuité. À l'échelle régionale enfin, les conséquences concernent l'intégration économique. Un corridor routier plus fluide facilite le commerce avec les pays voisins, tandis que la montée en capacité industrielle peut repositionner le pays comme fournisseur plutôt que simple importateur. Le corpus évoque cette dimension sans la chiffrer précisément, mais elle constitue un levier stratégique, transformer des infrastructures nationales en atouts régionaux. Ces 4 lectures convergent vers une même condition de succès. Les bénéfices ne se matérialisent que si la coordination tient dans la durée, sans maintenance, sans suivi public des résultats et sans ajustement rapide. Les conséquences positives risquent de rester ponctuelles. Avec eux, elles peuvent s'agréger en changements structurels perceptibles. Si la trajectoire actuelle se prolonge, les chantiers déjà engagés avancent à cadence régulière, les capacités annoncées entrent progressivement en régime et les services gagnent en fiabilité sans transformation spectaculaire. Les routes améliorent les flux, les unités industrielles absorbent une part croissante de production locale et les mécanismes de financement dédiés soutiennent l'entretien. Dans ce cadre, le principal bénéfice est la stabilisation, moins d'à-coups, des coûts plus prévisibles et une confiance prudente des acteurs économiques. Dans une hypothèse plus favorable, la coordination entre secteurs se renforce. Les connexions entre secteurs fonctionnent mieux que prévu. L'énergie stabilisée réduit les arrêts industriels. La logistique fluidifiée accélère l'écoulement des récoltes et les entreprises locales montent en cadence.
Les effets s'additionnent, les revenus ruraux progressent, l'emploi industriel s'élargit et les services urbains gagnent en régularité. Sous cette hypothèse, le leadership d'Ibrahim Traoré est associé à une capacité d'arbitrage efficace, maintenant la qualité tout en étendant l'échelle. Le pays consolide alors une image de fiabilité régionale, attirant partenariats et investissements ciblés. Dans une hypothèse plus contrainte, les calendriers se décalent, la maintenance accuse du retard et certains actifs fonctionnent en dessous de leur capacité. La pression budgétaire augmente tandis que les attentes sociales, nourries par la visibilité initiale, deviennent plus difficiles à satisfaire. Dans ce cas, les bénéfices restent fragmentés et la crédibilité du programme s'érode, non par manque de projet, mais par insuffisance de suivi et d'ajustement. Une attention particulière porte sur les liaisons entre projets plutôt que sur les annonces. Les éléments décisifs seront la continuité des services, la régularité des flux financiers dédiés à l'entretien et la publication de données de performance comparables dans le temps. Si ces éléments tiennent, le de continuité peut glisser vers l'optimiste. S'ils faiblissent, même une accumulation d'actifs ne suffira pas. La période à venir sera donc moins une course à de nouveaux lancements qu'un test de consolidation. C'est là que se jouera la différence entre une phase d'élan et un changement durable. Pour le public urbain, l'impact le plus perceptible concerne le temps et la prévisibilité. Des bus plus réguliers, des voiries rénovées et un assainissement amélioré se traduisent par moins d'attentes, des trajets plus courts et un environnement plus propre. Ces gains peuvent sembler modestes pris isolément, mais cumulés jour après jour, ils modifient l'organisation familiale et professionnelle. Le bénéfice clé n'est pas spectaculaire, c'est la fiabilité, une ressource rare lorsque les services sont instables. Pour les ménages ruraux, les effets se lisent différemment. La mécanisation, l'irrigation et l'accès à des unités de transformation locales changent la relation au risque. Produire sur une période plus longue, vendre à proximité et réduire les pertes post-récolte offrent une sécurité relative. Sous Ibrahim Traoré, ces projets sont présentés comme des outils d'autonomie progressive où le revenu dépend moins des aléas saisonniers et davantage de la capacité à transformer et écouler la production. Un troisième groupe, souvent moins visible, est celui des jeunes professionnels et ouvriers mobilisés sur les chantiers. Les projets cités mettent en avant l'emploi local, l'apprentissage technique et l'expérience acquise sur des infrastructures modernes. À court terme, cela signifie un salaire. À moyen terme, une compétence transférable vers d'autres secteurs ou régions. Pour le spectateur, la question devient personnelle. Où ces changements croisent-ils sa propre trajectoire? Moins de temps perdu, un revenu plus stable ou une opportunité de travail qualifiée? Deux gestes simples peuvent aider, suivre les éléments locaux de service et comparer la situation avant-après dans son quartier ou son activité. C'est à ce niveau intime et quotidien que le programme se transforme soit en progrès ressenti, soit en promesse lointaine. Une progression se dessine, prioriser les actifs productifs. L'État concentre l'effort sur les infrastructures qui génèrent des flux, routes à péage, énergie, unités de transformation, afin de financer l'entretien sans arbitrage permanent. L'idée clé est la continuité du service, mesuré mois après mois. Synchroniser les secteurs, transport, énergie et agriculture doivent avancer ensemble pour éviter les goulots d'étranglement. Ici, la mesure porte sur l'utilisation effective des capacités, non sur leur seule existence. Sécuriser l'exécution locale. Les projets cités mettent en avant l'emploi et les compétences nationales. Le qui fait quoi est central, administration sectorielle pour le pilotage, entreprises publiques et privées pour l'opérationnel, collectivités pour l'usage et le retour terrain. Ce qui devient central, c'est la qualité, panne, retard, maintenance, plutôt que la quantité lancée, publiée et ajustée. La crédibilité dépend de données comparables dans le temps, fréquentation des bus, volume transformé, recettes dédiées à l'entretien. Ces données guident les corrections rapides. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est présenté comme le garant de l'arbitrage. Maintenir la cohérence, accepter de ralentir un segment pour consolider un autre et protéger les standards techniques. Ancrés socialement. Les infrastructures
sportive et culturelle complètent l'effort productif en soutenant la cohésion et l'appropriation citoyenne. Lié l'usage réel, non la cérémonie d'ouverture. Cette ne promet pas l'absence de contraintes. Elle propose une méthode liée financement, exécution et suivi public. Si ces étapes sont respectées, les projets peuvent passer du statut d'annonce à celui de service durable. Sinon, le risque est clair, une accumulation d'actifs sans performance soutenue. Le test se joue maintenant dans la discipline de l'exécution. Le récit revient alors au motif initial, à des services tangibles avant les statistiques. Les images évoquées plus tôt, rues rénovées, bus qui arrivent à l'heure, champs irrigués, ateliers qui tournent de nouveau, servent d'éléments concrets pour juger l'ensemble. Ce sont ces usages ordinaires qui transforment une politique en expérience vécue. Quand une route réduit un trajet, quand une unité absorbe une récolte, quand une énergie stable évite l'arrêt, le discours devient secondaire face aux résultats. Dans cette logique, Ibrahim Traoré n'est pas rappelé comme un symbole isolé, mais comme le point de jonction d'une attente collective, que la cohérence promise se traduise en continuité. Le programme n'est crédible que s'il tient dans le temps, lorsque l'attention médiatique se déplace et que les contraintes s'accumulent. Le rappel émotionnel tient à cette simplicité exigeante. Ce qui compte n'est pas l'exception, mais la répétition fiable. Un pays se mesure alors à ses routines réparées. La transformation se voit quand le quotidien change. C'est ce fil discret, plus que l'ampleur des annonces, qui relie les chantiers à la confiance. Et c'est sur ce terrain humble mais décisif que se joue l'adhésion durable. À ce stade, le programme décrit n'appelle pas une adhésion automatique, mais une attention active. Les projets cités touchent des couches différentes de la société et mobilisent des symboles forts, souveraineté, emploi local, services publics visibles. Leur réussite dépend désormais moins des annonces que de la capacité collective à observer, comparer et demander des comptes sur la durée. C'est un travail discret, souvent ingrat, mais essentiel pour transformer des chantiers en habitudes fiables. Pour les citoyens, l'invitation est simple, regardez ce qui fonctionne près de chez soi. Les bus passent-ils plus régulièrement? Les routes tiennent-elles après la saison des pluies? Les unités locales achètent-elles réellement la production? Pour les entreprises et les acteurs locaux, la question porte sur la continuité. Les services sont-ils assez stables pour investir, embaucher et planifier? Pour les observateurs régionaux, l'enjeu est la reproductibilité. Ce modèle peut-il s'inscrire durablement dans son environnement économique? Ce dialogue n'exige pas d'expertise technique, mais une comparaison honnête entre l'avant et l'après. C'est là que se construit la crédibilité réelle, loin des cérémonies. Alors, au fil des prochains mois, quels signes concrets retiendrez-vous pour juger si ces transformations deviennent des services durables ou restent des promesses bien mises en scène?